Oui. Donc bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire la présentation en français. Je veux juste être sûr que ça pose aucun problème à quelqu'un dans la salle. Tout le monde dort, c'est bon? Non. Donc je vais faire la présentation en français. Et bon, j'utiliserai probablement quelques anglicismes parce que je trouverai pas mes mots, mais c'est comme ça. Donc je suis ici pour parler de WinDBG. Alors avant de commencer, juste par curiosité, qui a entendu parler de WinDBG? Oh, vous avez des très bonnes stats. Qui a déjà utilisé WinDBG? Putain, c'est mieux que d'habitude, hein. J'ai fait une présentation à Belfast, j'ai une main qui s'est levée. Oh putain, ça va être dur. Mais voilà, donc je vais vous parler de WinDBG et un contexte d'utilisation un petit peu particulier qui est l'analyse de .NET. Et on verra, c'est pas mal de démos et d'exemples de comment fonctionner et comment analyser ce type d'application avec WinDBG. Alors ça a l'air un petit peu étrange d'utiliser WinDBG dans certains contextes et je vous expliquerai pourquoi j'ai ce besoin-là spécifiquement et peut-être pourquoi ça pourrait vous arranger dans pas mal de circonstances. Donc je m'appelle Paul Rascanière, je travaille pour Cisco Talos. Donc Talos, c'est la branche Threat Intel de Cisco. Je travaille essentiellement dans l'analyse de malware, même si c'est pas l'intégralité de ce que je fais, mais j'y passe pas mal de temps. Et je suis co-organisateur d'un événement en France qui s'appelle BotConf, lié à tout ce qui est botnet et malware. Et ça, c'est quand je fais mes talks en anglais. Là, vous aurez le droit au français, et normalement, il n'est pas si mauvais que ça. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu WinDBG, comme quasiment tout le monde dans la salle connaît. On ne va pas trop passer de temps là-dessus. Et après, je vais vous présenter deux cas d'utilisation de WinDBG pour de l'analyse de .NET. Le premier, qui a l'air super étrange a priori, c'est comment analyser des scripts PowerShell avec WinDBG. Alors quand vous analysez du PowerShell, évidemment, vous l'ouvrez dans Notepad et vous lisez le code. Mais si demain je vous demande d'en analyser 3000 et que j'ai besoin des résultats demain matin, d'un coup, ça va être un peu plus compliqué de le gérer dans ce contexte-là. Ou imaginons que vous êtes sur une campagne et vous vous rendez compte que vous avez 300 scripts PowerShell qui font plus ou moins la même chose, mais à chaque fois un petit peu différent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser certaines choses via WinDBG pour vous permettre d'analyser N centaines ou milliers de fichiers plus ou moins similaires, mais pas suffisamment pour que vous puissiez scripter, par exemple? On verra comment faire. Et après, il y a de plus en plus, je ne sais pas pour quelles sombres raisons, de packers en .NET. Et ils ont globalement, la plupart du temps, plus ou moins la même philosophie, et je vous expliquerai comment les dépacker. Et surtout, comment ça fonctionne globalement pour qu'après vous puissiez les dépacker dans votre contexte, parce que peut-être que vous n'aurez pas exactement la même variante, etc. Mais normalement, ça devrait vous permettre de pouvoir comprendre. Et à la fin, je vous parlerai d'un script qu'on a réalisé sur notre GitHub, basé sur Picadé, qui est une extension Python à WinDBG. Donc WinDBG, nativement, je crois qu'il ne supporte que le JavaScript. Et moi, je ne supporte pas le JavaScript. Donc du coup, j'utilise l'extension Picadé qui permet de coder en Python directement dans WinDBG. Donc introduction, première question fondamentale, est-ce qu'on dit WinDBG ou WinDebug? Mon sondage donne WinDBG premier avec 180 votes. Son sondage donne WinDebug premier avec le même pourcentage, hein, c'est super drôle, et j'ai pas le nombre de votants dans son cas, donc j'en ai aucune idée, j'utiliserai WinDBG, et s'il y a des extrémistes dans la salle, on s'expliquera à la fin. Pour ceux qui connaissent pas WinDBG ou qui l'ont jamais utilisé, on est juste là, quoi. C'est la même chose, WinDBG et CDB, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui a une interface, et l'autre c'est purement MS-DOS command line. Et alors pour les jeunes, allez pas sur debug.com. C'est pas un vrai site web. Hein. .com, c'était l'extension .exe. Hein, juste pour info. Et j'ai des gens qui sont allés sur debug.com et m'ont dit je comprends pas le rapport. Donc on va être par là. Donc c'est un debugger fourni par Microsoft qui est gratuit, qui supporte les plateformes de Microsoft, Windows. Et l'une des choses, c'est qu'il est essentiellement utilisé pour du code non managé, donc du C, C++. Mais en fait, ils ont une extension et un support intégral du .NET. Et ça, peu de gens le savent, c'est que vous pouvez débugger du .NET avec WinDBG. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas si populaire que ça? Premièrement, l'interface n'est pas super user-friendly.
La syntaxe est vraiment, vraiment pas user-friendly, voire elle n'est pas intuitive du tout, comme je vous montrerai quelques exemples. Encore que pour le .NET, ils ont revu leurs commandes et maintenant on peut même cliquer dans l'interface, c'est révolutionnaire. Et le langage de script, c'est encore pire. Enfin, c'est crescendo. L'interface n'est pas très belle, la syntaxe est pourrie et le langage de script est pire. C'est pour ça que je vais utiliser le Python dans ce que je vais faire. Mais Microsoft, depuis, je dirais, 1 an à peu près, c'est devenu quelque chose d'assez prioritaire, WinDBG. Du coup, il y a une nouvelle version avec une nouvelle interface, etc. Et ils essayent de rendre les choses un peu plus sexy. Et ça va, à mon avis, dans la bonne direction. Je ferai les démos sur la vieille version, parce que voilà. Et je suis pas sûr que toutes les extensions fonctionnent actuellement dans la nouvelle version. Et la nouvelle version, temporairement, est une app du store. Donc c'est un peu merdique à utiliser. Et j'ai eu des discussions avec eux de pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, ils ont des problèmes, c'est que beaucoup de gens ouvrent des tickets sur des versions de WinDBG super vieilles. Et le fait de passer par le store, ça force les mises à jour. Et quand quelqu'un ouvre un ticket à une date, ils ont la certitude plus ou moins que la personne a la dernière version et que le ticket est cohérent et que ça n'a pas été patché auparavant. Une fois que la bêta sera finie, elle devrait quitter l'aspect store pour être une application standalone classique livrée avec le compilateur ou autre. Et du coup, voilà. La chose la plus intéressante à mes yeux sur la version du store, donc la version Next Generation, c'est qu'en fait, il est possible de remonter le temps. C'est-à-dire que dans le debugger, on sait faire du step by step, comme d'habitude, mais on sait aussi remonter step by step. Enfin, il y a des snapshots de l'état de la mémoire et des registres, et on est capable de remonter le temps. Et aujourd'hui, c'est le seul debugger qui est capable de le faire. Bref, c'est une parenthèse. Alors, au niveau de la syntaxe, je vais vraiment présenter 5 commandes à tout casser. C'est les 5 commandes que j'utiliserai pour les démos, histoire que vous puissiez suivre les démos pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une des commandes, commence par D, donc DB, DU, D quelque chose. D, c'est pour display, c'est pour afficher une valeur en mémoire. Typiquement, là, j'affiche la valeur à 2930F0 en mémoire, donc il y a A, B, C, D, E. B, c'est pour le format. Vous voyez, vous avez l'hexadécimal ici et l'ASCII ici. Si vous faisiez DU, ça gère l'Unicode et pas l'ASCII, etc. Donc, vous voyez, la syntaxe, c'est un peu sport. Si vous avez eu DB, DP, DU, etc. Une chose, on va placer des breakpoints. Les breakpoints, c'est B quelque chose pour breakpoint. BP, suivi de l'adresse, vous breakpointez à une adresse spécifique. BL, breakpoint list, pour lister les breakpoints déjà placés, tout en command line. BD pour désactiver un breakpoint. BE pour l'activer, disable, enable. G pour go. Donc une fois qu'on a placé nos breakpoints, on fait G et le debugger tourne et va s'arrêter au premier breakpoint qui croise. Et on va utiliser une commande un peu spécifique qui est SXE avec l'option LD. Et là, on ne met pas un breakpoint à une adresse, mais on met un breakpoint à un événement. Et l'événement, c'est le chargement d'une librairie. Donc dans WinDBG, on est capable de dire, à partir du moment où tu charges, je ne sais pas, la librairie de réseau ou peu importe, je breakpoint au chargement de cette librairie. Nous, ce qu'on va faire dans notre cas plus précisément, c'est au chargement du framework.NET, je m'arrête. Voilà. C'est assez pratique pour pas mal de choses. Quand on ne sait pas exactement où on veut breakpointer, ou alors par exemple, vous lancez un binaire et il n'a pas chargé une librairie, vous ne pouvez pas breakpointer à l'intérieur tant qu'elle n'est pas chargée, forcément. Par contre, vous pouvez décider de mettre un breakpoint au moment où elle sera chargée, et à partir de ce moment-là, elle va se charger, ça va s'arrêter, et vous pourrez mettre vos sous-breakpoints à l'intérieur de cette librairie. Bon, dans les choses, dump de la mémoire, typiquement sur l'unpacker, à un moment donné, on va avoir un PE dépacké en mémoire, on va vouloir le copier. Lister les modules, c'est lister toutes les DLL qui ont été chargées. Lister les exports, c'est lister tous les exports, etc. Alors, ce n'est pas une doc officielle, mais c'est la seule bonne doc que vous trouverez sur Internet, facile à lire, et je la conseille vraiment. Alors, là, c'était plutôt pour le côté unmanaged, donc C++. Si vous travaillez en .NET, c'est plus les mêmes commandes. C'est-à-dire que BP, vous ne pouvez pas breakpointer sur l'appel système du .NET. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez une extension qui s'appelle SOS. On sent quand même le mec quand pouvait plus quand il l'a codé.
Donc vous avez une extension qui s'appelle SOS et qui permet d'avoir le support du .NET nativement dans WinDBG. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un set de nouvelles commandes liées au .NET. Et, principalement, on va utiliser ce framework-là. Une des commandes, par exemple, c'est bpmd. Breakpoint manage, je ne sais pas, peut-être le D du manage à la fin. Et qui permet de placer des breakpoints, mais ce coup-ci non plus sur des adresses mémoire ou l'API C++ de Windows, mais là on est capable de dire directement dans l'API Windows où c'est que je veux placer le breakpoint. Dans l'exemple que j'ai donné, mais on verra d'autres exemples, dans System Reflection Assembly Load, donc au moment où en .NET le programme va appeler cette fonction, on va avoir un breakpoint. Quelque chose que vous verrez, là j'ai coupé le screenshot, j'en ai laissé que 2. Vous voyez qu'en plaçant un breakpoint, il m'en place 2. En fait, il m'en place plus que 2. J'ai limité pour que ce soit plus facile à lire. Pourquoi? C'est qu'en fait, en .NET, vous pouvez avoir une même fonction qui est appelée au même nom, la même chaîne de caractères pour le développeur, mais avec des types différents d'arguments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une string en argument, vous pouvez avoir un objet quel qu'il soit en argument, mais vous appelez la même fonction, load, dans ce cas-là. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière dans le framework .NET? C'est que vous avez plusieurs fois la même fonction avec le même nom, mais dépendant du type que vous lui passerez en argument, il exécutera celle de gauche ou celle de droite. Donc là, si le troisième argument est un policy evidence, il va exécuter assembly load de cette adresse-là. Par contre, si votre troisième argument est un security context, il va exécuter la fonction qui est à cette adresse ici. Donc c'est le même nom. Quand vous le breakpointez, il va breakpointer aux 2 endroits parce qu'il ne peut pas deviner où c'est que vous allez finir. Mais par contre, c'est réellement 2 fonctions au niveau du code, à l'intérieur du framework .NET, différentes. C'est juste que c'est transparent pour le développeur. Il n'a pas à s'ennuyer avec ça. Chose qui ne serait pas possible en C, par exemple. Une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'il y a la notion de stack, mais pour le .NET. C'est-à-dire les arguments, les fonctions appelées, l'historique, etc., tout comme la stack en C ou C++, peut être accessible via la commande clr stack. Voilà un exemple. Donc, par exemple, ici, je vois que la fonction start, process start a été exécutée. En argument, c'est l'objet process start info. Et j'en aurais tout un tas d'autres si je n'avais pas coupé mon screenshot. Donc ça, c'est super pratique pour récupérer les arguments. Vous breakpointez à la fonction load dans cet exemple-là, mais c'est bien beau, mais il faut pouvoir récupérer les arguments. C'est ce qui nous intéresse réellement. On va pouvoir le faire via clr-stat. Une fois qu'on a les objets, par exemple start info est un objet dont voilà l'adresse, on peut le dumper. L'adresse normalement est cohérente, ouais, FAA18, oula. Non, c'est un mauvais exemple. Mais on pourrait avoir le FAA18 et avoir toutes les informations sur l'objet en question, c'est-à-dire tous ses attributs. On verra dans un exemple concret comment ça fonctionne. Donc il y a une doc de Microsoft complète. Donc on va utiliser grosso modo 3 commandes, des 10-15 disponibles, pour les différents exemples et use cases que je vais montrer. Premier use case, PowerShell. Pourquoi PowerShell? C'est que PowerShell, en fait, il utilise le framework .NET derrière. Microsoft a un framework qui marche, il le pousse, il demande aux développeurs de l'utiliser, ce serait un peu débile qu'eux-mêmes ne l'utilisent pas. Donc quand vous codez en PowerShell, globalement, vous utilisez le framework .NET derrière. La question, c'est vraiment ça, c'est putain, pourquoi tu utilises WinDBG pour du PowerShell qui a un texte qu'il suffit d'ouvrir dans Notepad? Et là, la question, c'est vraiment quand j'en ai à devoir débugger à une très grande quantité d'un coup, et que je sais qu'ils font tous plus ou moins la même chose. Typiquement, je sais qu'ils vont downloader un truc, et puis qu'ils vont faire un start process du truc en question. Sauf que si j'en ai 3000 où il faut que je l'exécute, il suffit que l'URL soit chiffrée ou obfusquée, etc., on évite sur un travail chiant, et moi, j'aime pas me faire chier. Donc, du coup, si je sais que ça a la même philosophie globale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais breakpointer au download. Je vais récupérer l'URL, je vais récupérer là où il le met, on ne sait jamais, c'est peut-être intéressant. Je vais le laisser downloader. Et avant le start process, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le fichier qui a été downloadé à un endroit, le mettre de côté et me faire une librairie de tout ce qui sera downloadé. Je laisse tourner ça, je laisse tourner les 1000 PowerShell dans des VM, dans une seule même VM. Et voilà, je récupère tout de manière automatique. Moi, je peux tranquillement aller à la pizzeria et récupérer les résultats à la fin. Alors, quand vous analysez du PowerShell, il y a 2 cas de figure. Il y a un cas qu'on ne va pas forcément traiter,
qui est en PowerShell, vous pouvez directement appeler du code unmanaged. C'est-à-dire vous pouvez par exemple faire un virtual alloc. Des fois, vous voyez certains scripts qui le font typiquement pour exécuter des shellcodes ou des choses comme ça. Ils vont directement faire un virtual alloc, allouer la mémoire, etc. etc. Donc, dans ce contexte-là, ils n'utilisent pas .NET. Ils le font vraiment en mode C. Bah, là, il suffit de faire un breakpoint sur le virtual alloc et puis voilà quoi. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous n'avez même pas besoin de l'extension .NET pour le faire, vu que derrière, il utilise l'unmanaged. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Moi, dans mon cas, je vais prendre le cas où le PowerShell exécute des commandes PowerShell, réellement. Donc, on va prendre un premier exemple. Alors, je vais faire comme vous. Je vais m'asseoir et... Alors, je lance mon PowerShell. Donc, bon, je ne vais pas faire de la rocket science. Je vais lancer Notepad. Voilà, start process et je lance Notepad. Beaucoup de malware vont downloader une seconde stage et faire un start process de cette seconde stage sans ni plus ni moins. À partir de ce moment-là, donc je prends mon WinDBG, j'augmente les fontes parce que autrement vous allez pleurer. Et je vais m'attacher au PowerShell en question. Okay, ici. Voilà. Donc là, je suis attaché à PowerShell. Si je ne peux plus rien faire, il est bloqué en exécution. À ce moment-là, donc on est sur du .NET, on veut vraiment analyser cette partie-là. Je vais charger la librairie SES dont je vous parlais. Et je vais faire un breakpoint sur process start. C'est ce que fait ma ligne. Alors, première blague. Dans WinDBG, il faut taper 2 fois certaines commandes. Quand j'étais petit, mon père il disait si tu fais 2 fois la même chose, c'est con, ça fera le même résultat. Ben là, j'ai la preuve absolue que c'était lui hein, et qu'il faut faire 2 fois la même chose. Non, en fait, il y a un bug dans l'extension SES et ils le corrigeront dans la bêta et pas dans l'actuel. Ils m'ont répondu il suffit de taper 2 fois la commande. Voilà. Si vous prenez l'output, vous voyez que j'ai fait donc un breakpoint à start, mais il m'a placé 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakpoints différents. Ça dépend du type d'argument. Si mon argument est une simple chaîne de caractères, ça va exécuter cette fonction-là. Si j'ai un objet start process, start info, ça va exécuter celle-ci, etc. Mais automatiquement, il va placer tous les breakpoints et ça s'arrêtera à tous à partir du moment où l'une des fonctions sera exécutée. Je fais G, go. Là, on est toujours en mode il ne se passe rien, il est figé dans l'exécution. Je fais mon go. Donc, tous mes entrées viennent de passer. Ils étaient tous en attente qui est de la vie. Je fais mon start process. Donc, Notepad n'est pas démarré parce qu'il s'est arrêté au flux d'exécution sur le breakpoint. On le voit. Et à partir de ce moment, je vais faire le fameux CLR stack de récupérer toutes les infos sur la stack. Alors la stack est très longue en .NET, il suffit d'aller à la première ligne, la dernière exécutée est en haut. Et là, vous voyez que j'ai mon process start, qu'en argument, j'ai eu un process start info, et que le paramètre start info est ici. Ce que je dis, c'est que dans l'extension librairie, il suffit de cliquer. Vous cliquez, vous n'avez même pas besoin de taper la commande. Et donc, vous voyez que c'est un objet process start info dont le premier attribut est un file name, le deuxième les arguments, le troisième directory, etc. Même chose, vous cliquez. Et là, vous voyez que le contenu de la string file name de l'objet start info, c'est bien c2.windows system32 notepad.exe. Donc, vous pouvez récupérer. S'il y avait eu des arguments, ici, j'aurais une valeur. Directory, c'est le répertoire courant de l'utilisateur. Donc, dans la structure du démarrage process, à un endroit, il y a un champ avec le répertoire courant d'exécution. Si je m'étais déplacé auparavant dans un autre répertoire, j'aurais une autre valeur. Donc voilà, on est capable de récupérer toutes ces informations-là directement avec WinDBG et donc de scripter pour récupérer ces informations. Après, pour les puristes, on peut directement taper dans les registres pour récupérer l'info et automatiser sans faire les CLR stats. Parce qu'en fait, ce qui est un peu chiant, c'est de parser l'output. Vous voyez, la sortie est pleine de colonnes, etc. C'est un peu casse-pied. Si vous savez directement
taper dans les registres, c'est plus facile. Si vous savez où c'est dans les registres, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, c'est dans mon cas RCX plus 8 et après la valeur plus C. En fait, les strings dans les objets de .NET, au début, il y a leur taille et après, il y a la string. Donc avant, j'aurais la taille, par exemple. Donc voilà, j'arrive à récupérer notepad.exe par ce biais. Voilà. C'était un premier exemple sur l'exécution de process. Autre chose qu'on peut faire, et que un très grand nombre de malwares en .NET font, en .NET en PowerShell, ou de payload en PowerShell, c'est téléchargement de quelque chose sur Internet. Ça télécharge une seconde stage, ça télécharge un exécutable, ça télécharge une seconde stage chiffrée ou peu importe. Ça utilise généralement l'API download file. Ça peut être autre chose, mais généralement download file est utilisé. Même procédé, je m'attache à un procès, je vais vous augmenter les fontes. Donc, hop, je m'attache au PowerShell que j'ai démarré avant. Voilà. Même chose, je charge l'extension SES pour avoir le support du .NET. Et je mets un breakpoint sur Web Client Download File. Parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon contexte actuel. Même chose, hein, je tape 2 fois la commande. Parce que rien n'est simple dans la vie. Et imaginez quand vous découvrez l'extension et puis vous dites putain pourquoi ça marche pas, vous démarrez, vous recommencez et puis ça marche toujours pas et puis jusqu'au moment où par désespoir vous lancez 2 fois la même commande. Voilà, donc download file, j'ai 2 breakpoints dépendant du type d'argument que je fais, exactement comme précédemment. Je laisse continuer mon PowerShell, j'exécute, ça va stopper l'exécution au niveau du download file. Et là, premier registre, j'ai le premier argument du download file. Second registre, j'ai le second argument, c'est-à-dire où j'ai envie de stocker le payload téléchargé. Donc voilà. Assez facilement, du coup, on peut, grosso modo, avec un breakpoint et 2 queries au niveau des registres, récupérer les arguments de ce qui est exécuté en PowerShell. Vous voyez que quand je fais un breakpoint, j'ai l'API sur laquelle je veux breakpointer et la DLL où se trouve l'API en question. Pareil, hein, sur la MSDN, c'est documenté. Il n'y a pas besoin de deviner où se trouvent vos API. Quand vous voulez breakpointer sur download file, vous allez lire la log de download file sur MSDN et tout en bas, ça vous dira que ça se trouve dans le système.dll. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs de ninja pour récupérer l'information. Voilà. Bon, là, c'est un exemple. Alors là, juste pour info, c'est le langage de script de WinDBG. Donc je récupère, c'est vraiment du séquentiel. Hein. Et après, vous avez des syntaxes un peu merdiques comme ça. C'est pour ça que j'évite de l'utiliser quand je peux. Donc voilà, on a vu en PowerShell assez facilement, si vous avez des PowerShell qui ont à peu près la même tête, mais qui, typiquement, l'URL n'est pas en clair, mais avant on fait un XOR, un déchiffrement, une désobfuscation, etc. Vous avez 2 solutions. Soit vous essayez de comprendre l'algo, soit vous l'exécutez et vous vous arrêtez au moment où ça download, et puis il y aura bien l'URL en clair. Et si vous avez 4 samples à gérer, vous ne vous embêtez pas. Si vous en avez un certain nombre, ça peut commencer à être intéressant. Autre cas de figure sur les .NET, c'est j'ai eu pas mal de samples. Je pense qu'il y a un packer qui s'est vendu, je ne sais pas où, qui est tout naze, mais en fait, il stocke vos payloads, le PE, le vrai malware en quelque sorte, sous ce type de format-là. Donc obfusqué ou chiffré ou xoré ou peu importe, on verra qu'il y a différentes variantes. Et qu'est-ce qu'il fait globalement? Bon, là dans ce cas-là, il le dexore. Vous avez le XOR ici. Et après, il fait un assembly load. C'est-à-dire qu'il va déchiffrer ce qui est ici, récupérer un nouveau fichier .NET, un nouveau exécutable, ne le met pas sur disque, mais en mémoire directement, il va le charger, qui lui sera peut-être la même chose qu'il va charger, etc. Mais à un moment donné, il va charger la partie réelle du malware, la vraie charge. J'ai trouvé le même packer, mais dans ce cas-là, vous voyez qu'il fait un XOR, une opération logique, et dans ce cas-là, il fait un vrai chiffrement de l'AES. Mais par contre, la philosophie est la même, c'est-à-dire j'ai des chaînes de caractères offusquées, je XOR d'un côté
où je déchiffre de l'autre, mais à la fin, je fais un assembly load. La philosophie globale est toujours la même dans toutes ces familles sur lesquelles je suis tombé. Assembly load, pour ceux qui ne savent pas, directement en argument, vous avez un byte array, un tableau avec le MZ, le PE, l'exécutable Windows. Donc si vous breakpointez au load et que vous regardez les arguments, vous aurez directement la seconde stage, d'un point de vue exécutable Windows, en mémoire. Vous pourrez la dumper, et puis peut-être recommencer toute la procédure, parce que ce sera un second packer, et puis vous pouvez avoir des poupées russes comme ça, mais à un moment donné, vous aurez le vrai. Alors, je vais juste vous montrer... Donc là, c'est le code .NET directement récupéré. Vous voyez, ici, ça fait le chiffrement. Et à la fin, ça fait... si je me perds pas... À la fin, ça fait l'assembly load. Voilà, ici, assembly load. Qui fonctionne de la même manière. Et j'ai un deuxième sample ici qui fait le XOR suivi à la fin de l'assembly load de la même manière. Ici, assembly load. Donc, pour éviter de faire une démo sur un malware, et pour éviter... Ah ouais, alors juste un truc, parce qu'on a eu un ticket ouvert. WinDBG, c'est pas un émulateur, donc vous exécutez réellement le code. Et si vous chiffrez votre machine avec mon script, c'est votre problème. J'ai précisé dans le README. Hein. J'ai rajouté ça suite à un drame. Donc, vous voyez, j'ai recodé plus ou moins la même chose, où j'ai un binaire que j'ai placé en base 64. Donc plutôt que de faire un XOR ou un chiffrement, je fais simplement du base 64 parce que c'est plus facile. Et à la fin, vous devez avoir un assembly load. Voilà, ici, là. Vous avez un assembly load de data, et data, c'est à base 64-D de ma chaîne. Donc je simule exactement la même chose que le malware. J'ai mon PE qui est encodé d'une manière ou d'une autre, et je le charge en mémoire pour l'exécuter par après. Donc, je range un peu mon bazar. Donc, j'augmente les fontes. Et ce coup-ci, j'exécute mon malware. Voilà. Alors, là, il y a une blague. C'est qu'en fait, si vous essayez de charger SOS, donc de charger l'extension .NET, il vous dit « Ouais, mais en fait, ton binaire, il n'est pas en .NET. » Alors que je l'ai compilé en .NET, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, WinDBG breakpoint tellement tôt dans l'exécution que le framework .NET n'a pas été chargé dans le process. Et qu'est-ce que fait WinDBG? Il vérifie que vous avez .NET avant de charger l'extension .NET, parce que autrement, ça ne fait pas de sens. Donc là, on est obligé de faire une astuce qui consiste à breakpointer après le chargement de .NET, pour être sûr que WinDBG verra que CLR, donc les runtime .NET, sont bien en mémoire. Donc, on fait le SXELD, donc on breakpoint à l'instant où la librairie est chargée. Voilà, ça j'ai exécuté, j'ai stoppé, et à partir de ce moment-là, si je fais mon load by, j'ai pas de souci. Parce que WinDBG est au courant que c'est une appli .NET, le framework est monté, mais par contre, le main, le début d'exécution n'a pas été exécuté. Donc, c'est pas trop tard de notre point de vue. Même procédure que d'habitude. Je breakpoint sur assembly load. Même procédure, hein, je tape la commande 2 fois. J'exécute. Là, ça s'est arrêté. Bon, j'ai mis du debug pour être sûr. Donc, ça a démarré. À ce moment-là, je fais la même chose. Mon CLR stack. Donc, je récupère les arguments. Assembly load. Raw assembly. Je clique dessus et on voit qu'il m'affiche le début du contenu. Donc, je vois que c'est un MZ, this program cannot be run, blablabla. Donc, on a vraiment la seconde stage directement mémoire. Quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez directement lire en mémoire à cette adresse-là. Si ça veut bien copier-coller.
en fait, ce qui est intéressant quand vous allez vouloir le dumper, c'est en fait, vous avez le MZ qui commence ici, et en fait, au début, ça va être la taille. Ça vous permet de savoir combien d'octets vous devez dumper. Dans l'objet .NET, il y a la taille au début. Donc, ce qui est assez pratique pour éviter d'avoir un PE avec plein de garbage au bout ou un hash qui n'est pas bon, etc. Donc, vous pouvez directement récupérer dans ECX où se trouve le PE et vous décalez de 8 parce qu'au début c'est la taille. Et puis bah, là j'ai pris la taille directement et ça vous permet de dumper depuis la mémoire directement le PE propre. Donc voilà, un exemple. Si vous avez beaucoup des packers.net utilisent la même technique et utilisent assembly load ou un équivalent. Il y a grosso modo 3 manières de loader documentées. Vous regardez sur Internet, j'en ai pris une pour l'exemple, mais la procédure est exactement la même. Et à la fin, vous avez un objet où il y a le MZ quelque part. Et là, c'est un screenshot simplement où j'avais fait une boucle et je dumpais un tas de samples les uns derrière les autres, comme ça. Alors, après avoir fait ça, je me suis dit, on va essayer d'automatiser un petit peu et de rendre les choses un peu plus user-friendly et surtout automatiques. Donc, comme j'ai dit, j'ai décidé d'utiliser Picadé pour le coder en Python et pas avoir à le faire en JavaScript, qui est le langage natif. Vous pouvez le trouver sur GitHub. Donc, n'ouvrez pas un ticket parce que vous avez chiffré votre machine. Et qu'est-ce qu'il va faire ce script? C'est qu'en fait, vous le configurez pour savoir où vous voulez mettre des breakpoints. Typiquement, dans mes exemples, je veux breakpointer sur start process, je veux breakpointer sur download file, je veux breakpointer sur assembly load, et dans certains contextes, je veux dumper. L'assembly load, par exemple, je veux dumper sur un fichier plat, et dans d'autres contextes, je veux afficher les arguments. Voilà la sortie. Où bah, vous avez, comme d'habitude, loader le support du .NET, loader le support du Python, et exécuter le script. Et en fait, là, dans un cas d'un start process, il va vous afficher tous les arguments, les uns en dessous des autres, et le premier contiendra la chaîne de cas. Si l'un des arguments a un type que j'ai décidé d'afficher, typiquement integer, strings, Unicode ou ASCII, peu importe, il vous les affichera. Si c'est des choses que je ne connais pas, il vous affichera rien, quoi. Ça dépend du contexte. Je vais vous montrer concrètement. Donc, je reprends PowerShell. Je reprends WinDebug. Donc, je m'attache au PowerShell. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais loader le support du .NET dans WinDBG, loader le support du Python dans WinDBG. Et puis pour faire simple, des fois c'est load by, des fois c'est load. Ça dépend. Et je vais exécuter mon script Python. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Grosso modo, la partie intéressante est là. C'est que je mets les DLL et je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas trop petit. Non, c'est encore pire. Donc je mets la DLL sur laquelle je veux breakpointer et l'API. Donc dans mon cas, ça va ajouter des breakpoints sur process start, download file, assembly load, exactement les 3 cas qu'on a vus. Et après, y a le pass où je veux dumper, est-ce que j'ai du debug, etc. Est-ce que je veux une sortie en JSON et compagnie. Donc, j'ai tout qui est mis en place. Je fais un start process. Alors forcément, ça rame un peu, parce que ça fait pas mal de choses derrière. Et vous allez avoir directement une sortie JSON. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt en haut. Donc, vous avez un start process, ce type d'argument-là, et en argument, ce type d'argument, et pour l'argument en question, toute la structure. Donc, file name, qui est un system strings, donc un objet chaîne de caractères, avec son contenu, parce que c'est une strings et je supporte l'affichage des strings. Pareil pour directory, mais par exemple, là, vous voyez que Windows Style, c'est un entier, et j'affiche 0 parce que la valeur est 0 dans ce cas-là.
etc. Là, vous avez use shell execute à 1, par exemple. Et ça va vous le faire automatiquement et vous générer un JSON que derrière, vous pouvez loguer où vous voulez et puis parser à votre bon vouloir par les outils que vous souhaitez. Et donc voilà, c'est assez facile et assez configurable où il suffit de mettre... voilà, il suffit de mettre la librairie et l'API sur laquelle vous voulez vous arrêter et automatiquement, je vais vous afficher. Sachant que pour le moment, je supporte 2 niveaux de saut, c'est-à-dire que si le premier argument est une autre structure, je vais aller voir cette structure-là pour voir s'il y a une chaîne de caractères. Je ne descends pas plus bas que 2, on pourrait le configurer pour descendre 3 ou 4 niveaux. C'est juste que j'ai limité à 2 dans ce cas-là. Donc voilà, le but c'était de vous montrer tout d'abord que WinDBG, ça a beau être un peu archaïque et un peu, enfin ça donne pas envie les premières fois. Ça peut être super pratique, typiquement pour du .NET, ou si vous essayez de faire un équivalent avec, je sais pas, Holidebug, bon courage. Et sur de l'unitaire, ça fait pas beaucoup de sens parce que c'est quand même beaucoup d'efforts pour un sample. Mais si demain, dans le contexte où vous êtes, vous avez à en gérer un certain nombre, ou si vous automatisez le traitement de tout ce qui vous arrive par un endroit ou un autre, et que vous voulez avoir des logs de qu'est-ce qui se fait, autre que purement je démarre en sandbox et je regarde la sortie de ma sandbox, ça peut être une solution et une alternative sur du PowerShell et sur de l'Unpacker, qui était un exemple que j'ai décidé. Donc, le code est sur GitHub, vous pouvez vous amuser avec. J'ai un blog post dessus où j'explique plus ou moins ce que j'ai fait là. Et j'en ai fait un deuxième par après, parce que quelqu'un m'a posé une question sur une présentation en disant « Est-ce que ça marche avec JavaScript ?» Donc non, en fait, JavaScript dans Windows n'utilise pas le framework .NET. C'est directement le C qui est utilisé. Par contre, j'ai fait un blog post sur comment, avec WinDBG, récupérer par exemple les valeurs des evals, car en JavaScript, essentiellement, c'est de l'eval et de l'eval et de l'eval, et si vous arrivez à récupérer tous les evals, vous êtes déjà pas mal. Et comment, avec WinDBG, automatiser la récupération des evals et les structures utilisées en interne de JavaScript pour pouvoir gérer ça. Et ça marche. Moi, je l'ai essayé en mode standalone, c'est-à-dire des JS qu'on double-clique dessus. Et j'ai un ami qui a testé sur le browser. Et en fait, mon script marche également dans le JavaScript d'IE, pas de Edge, parce qu'ils ont encore leur autre JavaScript. C'est trop facile. Mais du coup, ça fonctionne pour ça. Mais par contre, le script ne fonctionne que dans le PowerShell et pas dans le JavaScript, étant donné qu'il n'utilise pas .NET. Et voilà. Donc ça vous évite une question. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'ai été limpide? Ah forcément, il y a le chieur qui veut poser une question. Oui, tu peux le faire sur le create process tout au bout de la chaîne, comme tu peux le faire sur le download tout au bout de la chaîne sur le download file. Mais potentiellement, bon, tu peux perdre une partie des arguments. Et sur le create process, c'est peut-être parce que tu n'en fais pas tant que ça. Mais sur d'autres API, ça peut être assez merdique et tu peux avoir beaucoup de bruit en fait en tapant trop bas. Parce que le framework .NET fait vraiment beaucoup d'appels divers et variés derrière. Mais oui, en soi, tu peux le faire tout en bas sur la chaîne. Mais l'assembly load, par exemple, je vois... Non, non, c'est tout en... L'assembly load est en mémoire. Ouais, merci. Oui, à la fin, si c'est pour avoir un fichier MZ, il va le dropper sur le disque pour faire un create process dessus, non? Ou c'est complètement Non, fileless? dans ce cas-là, tu as le premier fichier qui est sur disque, qui dépack, et qui va monter un MZ en mémoire qui ne sera jamais écrit sur disque. Là, il n'est pas écrit sur disque. Il est uniquement le en mémoire. MZ qui est à l'intérieur du truc, il n'est jamais écrit sur disque. Non, assembly load, copie pas sur disque. Dans ce cas-là, c'est en mémoire seulement. Et je suis pas sûr qu'il fasse un... Enfin, faudrait voir, il fait peut-être un load library ou quelque chose comme ça, mais d'un truc en .NET, et je sais pas exactement... Enfin, à un moment donné, c'est quand même plus simple de pas aller trop bas dans l'assembleur, en quelque sorte, et de rester sur la partie framework .NET. C'est juste une question de nombre de fois où tu appuies sur F8. Hein. Ouais.
Ouais, et dans un sens, tu as des structures assez faciles où c'est essentiellement des integers, des chaînes de caractères, etc. Les structures sont pas trop violentes en .NET et les sous-parties sont pas trop violentes non plus. Autre question? Oui. Juste une question. C'était pour avoir ton feedback parce que pendant le talk, j'ai eu l'impression que tu disais que le .NET, c'était pas si dur à analyser, les malwares .NET et PowerShell. Est-ce que tu penses que c'est de l'obfuscation ou c'est parce que l'entry level est plus simple Alors, sur le PowerShell, c'est clairement parce que c'est là, ça marche, c'est supporté et tout le monde l'a. Donc pourquoi s'embêter à quelque chose d'autre? Sur le PowerShell, c'est vraiment une manière sans potentiellement dropper de fichiers sur disque. Enfin, tu peux exécuter le PowerShell. Alors, tu as des restrictions, machin, mais tu fais du whiteliner. Enfin, il y a pas mal d'astuces. Et aujourd'hui, tu peux quasiment avoir une campagne complète avec infection, récupération d'infos, même persistance, on peut imaginer, qu'avec PowerShell. Donc PowerShell est de plus en plus utilisé sur ce qu'on voit. Et voilà, c'est là. Enfin, c'est simplement, c'est là, ça marche et ça marche bien. Donc pourquoi s'embêter à faire autre chose? Et c'est pas des masses monitorées. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous monitorez tous vos exécutions de script PowerShell sur votre parc, mais je suis à peu près convaincu que non. Ouais. Mais après, je sais que sur PowerShell, il y a des callbacks qui ont été fournis par Microsoft pour les antivirus, pour analyser ce qui se passe en termes de PowerShell. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas très avancé, quoi. Et vous avez, même si vous avez des GPO un peu pénibles et qu'on a du mal à exécuter des choses, globalement, le PowerShell, il s'exécute, quoi. C'est une chose qui est rarement contrôlée de manière très stricte. Et c'est pour ça que les attaquants l'utilisent. Et il y a de plus en plus de frameworks pour faire ceci, cela, et directement disponibles en PowerShell. Encore Nicolas. Il veut retarder l'apéro. Ah merde. Surtout que ça se fait pas d'être en retard en Suisse. Le fait qu'il y ait Corsair qui soit open source, est-ce que ça simplifierait pas aussi le process? Est-ce que tu as essayé d'exécuter des malwares sur la version open source du .NET Framework? Non. Parce que du coup, là, il n'y a même plus besoin de hooking, hein, il suffit de faire des printf. Ouais, mais en soi, il n'y a pas non plus. Enfin, tu peux breakpointer directement sur l'API, donc tu n'as pas non plus besoin de. Sur la partie purement de .NET, c'est pas extrêmement violent. C'est assez facile en fait. Étant donné que tu peux breakpointer sur l'API directement et que tu récupères la structure et que ça documente vraiment que là c'est une string, là c'est un integer, etc. et tout le contenu, tu t'embêtes même pas vraiment avec la partie open source. La partie fermée donne assez d'informations. Enfin, en tout cas, dans l'utilité que j'en ai, ça donne largement assez d'informations. Terminé? Oui, encore une question. Alors, merci pour la présentation. Juste une petite question, en fait. Vous parlez de l'analyse de malware. N'est-ce pas simple pour un malware de venir détecter que ça tourne dans un environnement contrôlé, vu que les clocks n'évoluent plus, etc. Ouais. Dans le cadre. Alors, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment sur du malware binaire. Sur du PowerShell, aujourd'hui, j'ai jamais vu de malware qui vérifie le contexte en PowerShell. C'est pas quelque chose que j'en ai jamais vu. Après, je suis pas omniscient, mais aujourd'hui, j'ai pas vu de test. Pareil, le PowerShell.exe est en debug, vu que le debugger est attaché, mais j'ai jamais vu de PowerShell qui utilise l'API C pour aller voir l'état de debug avant de continuer son exécution d'un point de vue .NET et PowerShell. Je l'ai jamais vu, mais en soi, c'est possible. Ouais. Tant mieux si ça facilite le travail. Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment la dernière question. Dernière question de la journée. Je vous libère pour l'apéro. Merci beaucoup, Paul.